Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce salon EnviroPro et puis à cette conférence dont le thème est comment mener à bien un projet hydrogène en toute sécurité. Donc c'est la question qu'on va se poser. Donc moi je suis Jérôme Thomas, je suis chargé d'affaires, chargé de développement sur les sujets hydrogène pour Bureau Veritas sur la région Nord-Est. Voilà, depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Hein, voilà. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de cette question de comment mener à bien un projet hydrogène en toute sécurité, juste une question, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Alors je vais vous donner des indices, c'est un auteur français qui a écrit donc des livres, qui nous a fait voyager. Alors avec lui, on est allé sur la Lune, on est allé sous les mers, 20 000 lieues sous les mers, et voilà, Jules Verne. Donc on a fait le tour du monde en 80 jours également. Alors il s'agit donc bel et bien de Jules Verne. Jules Verne, avec lequel Bureau Veritas a quelques atomes crochus, si je pourrais dire, puisque Jules Verne est né en 1828, comme Bureau Veritas. Donc c'est un premier point commun. Et puis Jules Verne a notamment dans une de ses œuvres qui s'appelle L'île mystérieuse. Alors L'île mystérieuse qui est un livre très très intéressant qui fait le récit de 5 naufragés sur une île, donc dite mystérieuse. Et donc ces 5 naufragés n'auront de cesse que de trouver des solutions pour arriver à répondre à leurs besoins physiologiques sur cette île et de pouvoir la rendre vivable pour eux. Donc dans ces 5 naufragés, il y en a un d'entre eux qui est ingénieur et qui nous dit, hein, dans son texte, « Oui mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. » Voilà, donc vous voyez que Jules Verne, en 1875, nous parlait déjà d'hydrogène. Voilà. Alors, autre propos rapporté par l'ingénieur, qui nous dit « Ville renversée, navires jetés à la côte que les relevés du Bureau Veritas chiffrèrent par centaines, territoires entiers nivelés par des trompes qui broyaient tout sur leur passage. » Donc vous voyez que dans son livre, 1875, on parlait déjà de Bureau Veritas. Voilà. Donc là, je viens de vous livrer les trois points communs de Jules Verne et de Bureau Veritas. Et je remercie également Jules Verne parce qu'il me permet aussi de faire une introduction aux propos qu'est l'hydrogène et notamment de présenter Bureau Veritas, puisqu'effectivement, notre naissance est arrivée dans les années 1828, après une décennie de sinistres et de naufrages dans le monde maritime. Et c'est pour cela qu'en fait 3 ingénieurs se sont groupés pour créer ce qui s'appelait à l'époque le Bureau de renseignement des assurances maritimes. Donc notre vocation était à l'époque de s'assurer de la navigabilité, d'état de conservation des navires, afin de veiller à ce que les bateaux arrivent à bon port. Alors évidemment depuis... Bureau Veritas a grandi, hein. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, 80 000 collaborateurs, 400 000 clients et 140 pays qui proposent nos services à travers le monde. Alors notre mission au quotidien, elle est ce qu'on appelle, alors nous sommes ce qu'on appelle, nous faisons partie du secteur d'éthique, hein, testing, inspection et certification. Et notre objectif pour nous, c'est d'être un tiers de confiance. C'est apporter à partir d'un référentiel, d'une norme, d'un cahier des charges particulier, des contrôles et des garanties auprès de nos clients, auprès du tiers qui souhaite accroître le niveau de confiance de son projet ou de ses installations. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans l'hydrogène. Faire un point sur son passé, son présent, mais surtout son futur. Et puis ensuite, on se positionnera sur l'hydrogène aux différents niveaux sur lesquels on le retrouve. On se positionnera au niveau de sa production, de sa distribution, et puis ensuite, on regardera les différents usages sur lesquels on peut le retrouver. Alors d'abord, l'hydrogène n'est pas quelque chose qui est nouveau en tant que tel, puisque l'hydrogène est utilisé depuis déjà de nombreuses décennies dans le secteur industriel, mais il a plutôt pour vocation aujourd'hui à être utilisé dans un procédé industriel qui vise à fabriquer des pièces et des matières. Ce qui veut dire qu'on en connaît ses risques, on en connaît ses propriétés physiques, chimiques, mécaniques, et on en connaît également ses dangers. Aujourd'hui, on retrouve l'hydrogène sur de nombreux sites, des sites de production, mais aussi des sites d'utilisation. Okay ?
ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître et de parler des nouveaux enjeux de l'hydrogène. Et parmi ces enjeux, un qui est beaucoup d'actualité, c'est l'enjeu de décarbonation. Notre président Macron a mis en place un plan qu'on appelle France Relance, un plan France 2030, qui ouvre de nombreux investissements, dont tous concourent à la décarbonation de notre industrie. Donc l'hydrogène est un moyen, ça n'est pas évidemment le seul, mais est un moyen de décarbonation de notre industrie. Alors, comment décarboner l'hydrogène? Eh bien, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est d'utiliser des énergies vertes, l'électricité produite par des énergies vertes, pour alimenter ce qu'on appelle des électrolyseurs avec de l'électricité verte, et ainsi procéder à la fabrication d'un hydrogène qu'on appelle vert. Alors, ce qui nous intéresse aussi, au-delà de cette décarbonation et de cette production d'hydrogène vert, c'est aussi les nouveaux usages qui arrivent avec. On parlait d'un usage essentiellement industriel, de procédés industriels. Aujourd'hui, le nouvel usage, c'est quoi? C'est la mobilité, entre autres. Et quand on parle de mobilité, j'en prends un exemple. Vous avez peut-être suivi le lancement d'Artemis 1, la fusée de la NASA qui était hier matin. Bon, le retard d'hier matin, c'était pour une fuite d'hydrogène sur un des réservoirs principaux du lanceur. Donc vous voyez que l'hydrogène pose aussi des problèmes à la NASA et mérite aussi qu'on s'intéresse à son stockage. Et puis un point important de ces usages de mobilité qui sont nouveaux, c'est le fait que cette mobilité, en fait, elle apporte l'hydrogène vers un nouveau secteur, qui est le secteur des collectivités, qui est l'utilisateur grand public. Vous avez peut-être vu à l'entrée du salon, mais il y a un véhicule hybride hydrogène, enfin tout hydrogène plutôt. Donc vous voyez qu'on apporte en fait l'hydrogène dans les mains du contribuable, du consommateur, du particulier. Ce qui est très, très nouveau en fait. Hein. Alors, pour qu'un nouveau produit, pour qu'une filière puisse se développer, effectivement, un point est important, et c'est le point qu'on appelle la confiance. Sans confiance, la filière ne se développe pas. Sans confiance, les investissements n'existent pas. Sans confiance, le développement n'est pas là. Hein, voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Bureau Veritas est un tiers de confiance. Notre rôle, il est entre autres de donner de la confiance dans l'écosystème hydrogène qu'on va aborder tout de suite. Alors, produire de l'hydrogène se situe dans un écosystème avec en amont de sa disponibilité de la production, évidemment. Alors la production d'hydrogène, elle se fait de différentes façons, par le biais d'une façon plutôt empirique, hein, à partir de pétrole et de gaz. Donc on va venir éclater la molécule de pétrole ou de gaz pour aller en retirer la partie H2 qui nous intéresse. Mais ces anciens procédés sont des procédés qui sont très carbonants et très consommateurs d'énergie fossile. Comme je vous l'expliquais au préalable, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie verte de sa production et l'utilisation notamment de tout ce qui est électricité à partir d'éolien, à partir de photovoltaïque, pour son électrolyse. Donc le premier enjeu contemporain, c'est de passer à l'échelle. L'électrolyse, qui est plutôt un système de production d'hydrogène de basse échelle, l'idée, c'est plutôt de le mettre à grande échelle. Une fois que notre hydrogène est produit, on va le distribuer pour différents usages. Donc, le nouvel usage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est justement la mobilité, avec différents niveaux de mobilité. On retrouve de la mobilité lourde, avec les premiers avions, bateaux, trains, qui fonctionnent à l'hydrogène grâce à Alstom, notre producteur français, local. Et puis, on va retrouver de la mobilité légère, avec des engins de manutention industrielle, et puis nos véhicules, encore une fois, le véhicule hydrogène qu'on retrouve à l'entrée. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Power to Mobility. On va retrouver également la distribution pour l'industrie. Ça, vous allez me dire, bah oui, effectivement, on sait que ça existe, on en a parlé tout à l'heure. C'est le côté empirique, donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, ce qui est plus nouveau, c'est que l'hydrogène, c'est aussi un moyen de distribuer de l'énergie, et notamment d'apporter des solutions à d'autres types d'énergie dans le cadre d'applications stationnaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quand on produit l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, notre difficulté, c'est stocker cette énergie. L'électricité, c'est une énergie qu'on a du mal à stocker. Ça prend de la place et ça coûte cher. Maintenant, on peut tout à fait imaginer un système de production d'énergie électrique qui produit l'hydrogène vert, et cet hydrogène sera stocké dans des réservoirs pour ensuite servir d'alimentation à une pile à combustible qui reproduira à nouveau notre électricité. C'est-à-dire que l'hydrogène est, pourquoi pas, et ça existe déjà,
un moyen de stockage d'électricité et d'énergie plus largement. Bon, d'autres applications existent, notamment dans l'injection de réseau gaz, mais c'est un peu plus à la marge. Alors, bon, on a introduit, on a fait le contexte de l'hydrogène, passé, présent, futur, on a vu les nouveaux usages. Maintenant, on va s'intéresser donc aux trois enjeux, les enjeux de production, les enjeux qui s'appliquent aux concepteurs de systèmes hydrogène et les enjeux d'utilisation, ces usages. Je suis utilisateur d'hydrogène. Alors, côté production, ici, je fais un point sur la sécurité, sur les enjeux de production et notamment ce qu'on appelle la paradoxe de la tonne d'hydrogène. Vous savez qu'une installation qui, de par ses activités, peut représenter un risque pour l'environnement, est soumise, ou rentre plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE. Quand on parle d'hydrogène, les ICPE, elles catégorisent le niveau de déclaration, le niveau administratif en trois parties. J'ai une installation sur laquelle j'ai entre 0 et 100 kg d'hydrogène, pas de contraintes administratives particulières. Un régime assez libre. J'ai une installation qui dispose entre 100 et 1 tonne d'hydrogène. Là, je suis sur un régime de déclaration. C'est-à-dire que j'informe la préfecture et l'ADREAL que j'ai sur mon site une quantité d'hydrogène qui mérite à être connue, mais ce niveau de déclaration ne m'oblige pas à réaliser un certain nombre de mesures qu'on appellera des études de danger ou des analyses des risques. D'accord ? Et le troisième niveau d'autorisation, et je n'irai pas au-delà, c'est le régime d'autorisation. Donc là, on dépasse 1 tonne, et là, effectivement, c'est la moulinette des ICPE qui s'applique, et là, j'ai une étude de danger pour modéliser un peu les risques technologiques de mon site, et leur répartition sur mon environnement, mon voisinage, et une analyse des risques. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas de vous parler de cette catégorie des supérieurs à 1 tonne, parce que le régime autorisation, il est connu, on sait qu'il était appliqué. C'est plutôt d'attirer l'attention sur le régime de déclaration de 100 kg à 1 tonne. Pourquoi ? Parce que les projets hydrogène sont des projets qu'on développe à un instant T, mais il n'est pas exclu qu'on ait à un moment donné la nécessité de développer notre capacité d'utilisation. Et finalement, de se retrouver de cette catégorie-là et passer dans celle-ci. Sauf que si les dispositions préalables n'ont pas été prises pour connaître l'impact de notre outil de production et de se projeter sur un futur, on sera possiblement bloqué et dans l'obligation de changer de site. Je prends deux démonstrateurs. Donc là, encore une fois, le conseil, c'est intéressez-vous à votre futur et allez vers des analyses de risque et des études de danger préalables. Donc les deux démonstrateurs. Le premier démonstrateur, c'est un client qui était donc dans cette rubrique 100 kg à 1 tonne, qui était donc à déclaration, qui nous appelle en nous expliquant qu'il souhaiterait avoir les supports du Bureau Veritas pour avoir une vue globale de la sécurité sur son projet, sachant qu'il n'est pas soumis. Hein, c'est une démarche volontaire de sa part. Bah, effectivement, en travaillant avec lui, on s'est rendu compte que son projet, tel qu'il était conçu, représentait un risque, parce qu'en cas de fuite verticale d'hydrogène, on allait produire de façon certaine un nuage d'hydrogène qui allait circuler juste en dessous d'une ligne de tension. Donc je vous laisse imaginer les suites possibles avec une forte probabilité. Et puis le deuxième exemple, c'est le projet des MSE, qui est un projet de l'agglomération dijonnaise, porté par la société de projet Dijon Métropole Smart Energy, qui vise à construire un écosystème hydrogène et permettre à des bennes ordures ménagères et à des réseaux de bus urbains et interurbains de fonctionner à l'hydrogène. Donc deux stations, station nord et station sud. Alors vous voyez ici l'avant-projet et vous voyez ensuite le projet après que Bureau Veritas soit intervenu pour réaliser ses études de danger et ses analyses de risque. Alors l'enceinte foncier, elle est délimitée par ce trait noir gras. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que notre trait bleu ici, bleu foncé, qui représente ce qu'on appelle les seuils d'effets létaux significatifs, dans la configuration du projet du site, dépassait l'emprise foncière du terrain. Ce qui veut dire que, encore une fois, aujourd'hui, ça ne posait pas de problème parce que cette étude n'était pas demandée par l'ADREAL parce qu'on était sur une catégorie à déclaration, d'accord ?
mais que de façon certaine, on pouvait d'ores et déjà dire que le site ne pouvait pas grandir. D'accord ? Or, on a fait notre étude de danger et analyse de risque et on a pu accompagner notre client pour lui dire, monsieur le client, si un accident se produit, les gens qui seront là seront atteints mortellement. Donc on vous invite plutôt à réorganiser votre projet et le construire de cette sorte afin qu'on reste au niveau des effets létaux dans votre emprise foncière. Et ainsi permettre un développement de votre site et une montée en puissance des installations hydrogènes du site. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'illustration parfaite de nos accompagnements possibles. Encore une fois, non réglementaires, mais qui permettent d'illustrer et de canaliser un projet et de le rendre fiable et pérenne. La sécurité d'un projet hydrogène, elle est d'autant plus complexe qu'un écosystème hydrogène embarque de nombreux intervenants. Si je reprends le cadre des MSE, on y retrouve des actionnaires, des cofinanceurs, des sociétés de projet, bureaux d'études, coordinateurs, contrôleurs techniques, architectes, des conceptions et réalisations sur différents lots, process, hydrogène, électricité, VRD, infrastructure, supervision, contrôle-commande, piping, instrumentation, EPC et OIM, sans compter les fournisseurs divers et les sous-traitants. Donc vous comprenez aisément que quand on est en charge d'un écosystème hydrogène, contenir les enjeux de sécurité alors que par définition on les dilue à autant d'intervenants que cette liste vous les propose, c'est un enjeu qui est compliqué. C'est une véritable bataille. Je reprends donc mon exemple de DMSE qui sur la station Nord avait commencé à gérer ses enjeux de sécurité en autonomie et donc qui s'était offert les services de quelques consultants qui intervenaient ponctuellement sur quelques brides de l'écosystème sécurité du projet hydrogène. Bon, aujourd'hui, ils ont revu leur fusil d'épaule, hein, ils ont changé leur fusil d'épaule. Pour le projet Dijon Sud, ils ont choisi de travailler avec nous sur une notion qui est claire, c'est une approche globale de la sécurité. Voilà. Et en fait, pour eux, on a maîtrisé les aspects sécurité aux différents niveaux sur lesquels on retrouvait des briques sécurité. Donc en fait, on a apporté de la confiance à la globalité du projet. On a géré la globalité des enjeux sécurité sur le projet Dijon Sud. Un autre démonstrateur, CNR, qui a développé une plateforme pédagogique qui s'appelle le Quai des énergies à Lyon. Cette plateforme pédagogique, en fait, elle vise à démontrer les différentes énergies vertes qu'on peut trouver sur un même site. Donc il y avait une borne d'alimentation IRVE, donc véhicule électrique, une borne hydrogène et puis une borne gaz GNC. Et il se trouve que cette plateforme pédagogique, bah évidemment, comme son nom l'indique, c'est de la pédagogie, donc forcément ça s'adresse au public. Et donc ce site était dédié aussi à accueillir du public. Alors on a le fournisseur des équipements hydrogène qui est venu, qui a posé ses équipements hydrogène, on a le fournisseur des équipements GNC qui a posé les siens, et puis le fournisseur de la borne électrique qui a posé les siens. Tout le monde était content, le poseur du haut-vent a posé son haut-vent, tout le monde était content. Bon. Et puis à un moment donné, notre client CNR nous appelle en disant « Tiens, j'aimerais quand même une audit globale de sécurité de mon site et avoir votre avis sur ces enjeux-là. » Bon, rapidement, on s'est rendu compte que le haut-vent, au-delà de protéger le public de la pluie, c'était aussi un haut-vent qui allait permettre à l'hydrogène de se stocker dessous et finalement qui allait permettre la création d'un nuage d'hydrogène. Voilà. Donc hydrogène plus électricité. Là encore, je ne vous fais pas de dessin, mais ça a amené aussi notre client à revoir son projet et puis à déplacer l'auvent en fait. Hein. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez que ces études, analyse des risques et études de danger, elles permettent en amont du projet de prendre les bonnes décisions en fait et s'épargner du rétro-engineering. Alors, j'ai de nombreux clients qui m'appellent en me disant voilà, moi j'ai une idée, j'ai un projet hydrogène, j'ai des subventions pour un projet hydrogène. Maintenant, à quel moment j'embarque Bureau Veritas dans ce projet-là? Et c'est un peu ce qu'on appelle la réglementation de l'œuf ou la poule. Hein. C'est l'éternelle question. Hein. Est-ce que j'embarque Bureau Veritas au début du projet ou est-ce que je l'embarque à la fin, une fois qu'on a avancé dans les travaux? Bon, là, je pense que
Alors, je vais vous présenter 3 démonstrateurs de plus, mais encore une fois, plus tôt on est embarqué dans le projet, mieux c'est. Hein. Alors, dans les démonstrateurs, notre client Régaz à Bordeaux, qui se posait la question, il avait 3 terrains, 3 emprises foncières, où est-ce que j'installe mon projet hydrogène? Bon, on a vu pour telle et telle raison que le terrain 1 et 2 n'étaient pas favorables. On a orienté vers solution, c'est le terrain 3 qui est retenu. Okay, autre démonstrateur qui démontre hein, que vraiment plus tôt on est dans la boucle, mieux c'est. On a un client qui embarque un véhicule hydrogène dans une fameuse course off-road qui se déroule début janvier, hein, qui nous fait voyager plutôt du côté des déserts, là où il fait bon. Il a embarqué un système d'hydrogène dédié au on-road avec la réglementation applicable hein, des véhicules hydrogène terrestres. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que le off-road, c'est pas le on-road. Embarquer un système hydrogène sur un camion qui va prendre des coups, des chocs, être exposé à des températures qui ne sont pas les nôtres, c'est différent. Donc finalement, on a été obligé de lui dire votre projet, en l'état, il n'est pas viable. Revoyez-le. Et là, finalement, on se retrouve dans un cas de rétro-engineering. Voilà, ce qui est dommage, parce qu'en fait, on n'est pas là pour... notre travail n'a de sens que s'il anticipe, s'il est en amont des choses. Hein. Et puis, dans le fait de nous embarquer au plus tôt de vos projets, il y a aussi le fait d'embarquer ce qu'on appelle les autorités de tutelle. Les autorités de tutelle qui sont entre autres nos DREAL, qui vont à un moment donné se prononcer sur le bien fondé des études préalables menées et sur le niveau de sécurité globale de votre projet. Donc les DREAL c'est pareil, plus tôt elles sont embarquées, plus on a de chances d'avoir leur concours, leur soutien et pourquoi pas leur participation sur des arbitrages techniques et de sécurité. Voilà. Donc maintenant qu'on termine sur les phases de conception de matériel, on va s'intéresser aux usages. Premier usage, et parce que c'est les nouveaux enjeux de mobilité et d'utilisation de l'hydrogène, c'est l'usage de mobilité, donc il y a l'usage du transport. Donc la première des questions, c'est se questionner sur l'impact de l'arrivée d'un équipement hydrogène sur mes installations. Premier démonstrateur, donc arrivée d'un bus hydrogène. Allô, monsieur Bureau Veritas, est-ce que je dois adopter des dispositions particulières à l'arrivée de mon bus hydrogène sur mon site? Évidemment oui. Un bus hydrogène, ça génère ce qu'on appelle des zones ATEX. Donc il y a un zonage ATEX à faire. Ce zonage ATEX implique aussi des installations électriques dites ATEX, donc vérification des installations électriques en conséquence. Et puis il implique aussi des questions de ventilation à différents endroits de l'atelier qui peuvent être à repenser, et puis des aspects de formation qu'on verra ensuite. Donc, autant que possible, quand vous savez que vous allez accueillir des équipements hydrogène, intéressez-vous à, toujours pareil, cette analyse des risques sur vos infrastructures et analyse des risques sur vos process et les manipulations vis-à-vis de votre personnel et les questions de coactivité. Je vous parlais de formation. Pourquoi? Parce que l'hydrogène peut faire peur aux néophytes. C'est une énergie qui quitte le monde industriel pour arriver dans les collectivités. Les collectivités sont des entités qui n'ont pas la culture de la sécurité comme l'industriel peut l'avoir. Et cela demande d'avoir des formations et des formations adaptées. C'est-à-dire que une collectivité qui a des agents de collectivité qui font l'entretien des bus n'ont pas le même niveau de formation qu'une direction des opérations ou qu'un chauffeur de bus. Pour autant, tous doivent avoir une formation. D'accord ? Donc encore une fois, dans l'écosystème hydrogène, il y a cette brique formation qui est à prendre en compte, qui peut être soit sur des modules existants chez nous, soit sur du particulier, parce que votre application elle est un peu singulière, et il faut qu'on s'y penche de façon un peu plus singulière également. Donc encore une fois, formez vos équipes. Quelques clients le font, hein, évidemment, notamment sur la grande distribution. Hein,
pour l'usage des engins de manutention sur les stockages. Et puis des fabricants de matériel, hein, notamment McPhy, qui forment également ces équipes. Alors, on va attendre que la speakerine termine. Merci. Alors, maintenant, je voudrais illustrer le fait que l'hydrogène, c'est différent, c'est nouveau, et que ça nécessite de la partie formation. Là, vous reconnaissez tous un nuage de feu, hein, une flamme d'ailleurs, projetée par ce canon. Alors, de prime abord, quand on voit cette flamme-là, on peut d'ores et déjà penser qu'elle rayonne, qu'on s'en approche pas à son voisinage. On peut penser que si on s'en approche, on va se brûler, d'accord, parce qu'on le voit. Elle est concrète, elle est visuelle, et on la ressent. Alors selon vous, cette flamme, hydrogène, pas hydrogène? Allez, on se mouille. Hydrogène? Non, GPL. Voilà. Ça, c'est une flamme hydrogène. Alors, ne vous trompez pas, ce que vous voyez en blanc, c'est pas la flamme hydrogène. C'est l'eau des canons des pompiers qui tentent d'éteindre la flamme hydrogène que vous trouvez ici. Alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a un petit halo rouge ici. La flamme d'hydrogène, elle ne rayonne pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher très près sans être brûlé. Elle se voit très très peu par rapport à une flamme de GPL. En revanche, l'opérateur qui se situe là, qui va la traverser, il sera brûlé de la même façon que s'il traversait le nuage GPL. Ok ? Donc vous voyez clairement, ça ne s'invente pas, ça ne se devine pas. Par contre, ça s'enseigne. Et c'est pour ça que Bureau Veritas a fait de nombreux parcours de formation, notamment avec le concours des pompiers, pour mettre en place des modules de formation. Voilà, donc notre conférence arrive au bout. Et je terminerai juste par ce mot de la fin. Continuons à écrire l'histoire de l'hydrogène. Et l'histoire de l'hydrogène, qui passera nécessairement par la confiance, elle passe par le fait d'anticiper les contraintes des projets à travers des analyses de risque et des études de danger. Elle passe par de la communication. Alors de la communication, notamment avec les différentes briques des écosystèmes hydrogènes, les fabricants d'électrolyseurs, les fabricants de stockage, les distributions d'hydrogène, les fabricants de bus, etc. Former le personnel, un élément indispensable de la brique sécurité, et soyez accompagnés par un tiers de confiance, de préférence Bureau Veritas évidemment, et en respectant ces 4 points, j'ai envie de dire, là effectivement, on pourra mener à bien un projet hydrogène en toute sécurité. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je suis sur le salon toute cet après-midi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me rencontrer, à noter mon numéro de téléphone. Donc, je répète, je suis chargé de développement hydrogène sur la région Nord-Est et à votre disposition.